Le Regroupement des géographes du Québec est heureux de vous accueillir dans le cadre de la Semaine de la géographie pour ce webinaire qui sera là, présenté par Martin Simard, qui est professeur à l'Université du Québec là, à Chicoutimi et qui est aussi là, membre du Centre de recherche sur le développement territorial. Sa présentation aujourd'hui va avoir pour thème les effets territoriaux de la COVID-19 vus sous l'angle du débat sur l'étalement urbain. La façon dont on va procéder, c'est que Martin Simard va faire sa présentation qui devrait durer 20-30 minutes. Par la suite, nous allons là, ouvrir la discussion, donc les échanges, pour ceux qui ont des questions en lien avec le thème du jour. Donc, soyez à l'aise de les poser et ça devrait nous mener vers 1 heure, donc pour compléter cette heure de dîner un peu différente là, dans le contexte là, de cette semaine de la géographie. Donc, sans plus tarder, M. Simard, je vous laisse la parole et je vous cède le micro. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette, je pense, un deuxième webinaire du Regroupement des géographes du Québec. J'ai sorti ma belle chemise. D'habitude, je travaille en pyjama, mais là, j'ai sorti ma plus belle chemise. Alors, j'ai quand même pas rasé ma barbe, mais enfin, je le fais aux 3 semaines habituellement. Donc, plus sérieusement, donc, je voulais vous parler aujourd'hui d'échanger sur, sur les effets de la COVID et l'étalement urbain. Parce que quand même pas un débat qui est nouveau, celui de l'étalement urbain, mais disons que la COVID vient le remettre à l'ordre du jour et ça nous donne une occasion finalement ou un angle d'analyse à partir duquel regarder là, les effets probables et possibles de la COVID, parce qu'évidemment, ces effets-là ne seront visibles que peut-être dans quelques années, hein, compte tenu de la force d'inertie, si on peut dire, là, entre les événements puis le temps de réaction des gens, si tant est que des gens veulent se déplacer, etc. OK, alors, donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, les effets territoriaux de la COVID-19 vus sous l'angle du débat sur l'étalement urbain. Alors, j'ai cherché à être, en fait, c'est une réflexion davantage qu'une recherche, quoiqu'au plan méthodologique, j'ai utilisé une revue de presse. Hein, et donc, ça se veut une réflexion, somme toute assez modeste, là, mais qui a eu l'avantage, entre guillemets, d'être assez rapide. Donc, c'est peut-être un des premiers textes qui est sorti sur les effets de la COVID ou au sens territorial, là, du moins en français. Donc, à ce niveau-là, ça a pu être un élément intéressant. Pour parler d'étalement urbain, ici, j'essaie d'avoir un regard peut-être, de prendre un peu de recul, parce que c'est toujours une question qui est assez, idéologiquement orientée, hein, dans la mesure où quand on parle d'étalement urbain, le terme lui-même implique un jugement de valeur. Hein. On est dans le questionnement de ce qui devrait être plutôt que de ce qui est. Donc, ça, évidemment, il y a ça nous mène à des peut-être davantage d'idéologie ou d'école de pensée que de propos qui sont purement scientifiques au sens traditionnel du terme, lorsqu'on parle de l'étalement urbain. Voilà, donc allons-y gaiement, comme j'aime le dire. Donc, je vous propose 3 étapes dans cette présentation. Donc, la COVID-19 comme point de bascule, enfin, c'est plus un questionnement qu'une affirmation. Deuxièmement, de la ville diffuse à l'étalement urbain. Donc, on va revenir un peu sur la question d'étalement urbain, causes, conséquences et comment on peut évaluer ou juger ce phénomène-là. Et la COVID et ses effets, donc une prospective idéologiquement orientée. Bon, ici, ce que je veux dire par cette affirmation, c'est que souvent, quand on interviewe des professeurs ou des spécialistes de l'immobilier ou de l'économie, enfin, les gens vont répondre ils font de la prospective parce qu'on ne peut pas mesurer tout de suite les effets de la COVID, mais leur prospective ou leur vision, comme je vais tenter de le démontrer dans les diapositives suivantes, est souvent orientée par la manière, orientée idéologiquement. Hein. Idéologiquement, ça paraît un gros mot, là, c'est pas méchant comme tel, mais c'est orienté par leur vision, par leur façon de voir
ce que devrait être la ville. Hein? Et disons, si je vends un petit peu mon punch dès le départ, ceux qui ont tendance à voir l'étalement urbain comme un phénomène acceptable, voire positif, vont souvent, comment dire, prendre acte d'effets possiblement importants de la COVID sur l'organisation des territoires, alors que ceux qui sont en défaveur du développement, enfin de l'étalement urbain, vont souvent consciemment ou non, minimiser là, les effets possibles de la COVID. Alors, il y a souvent un lien entre son approche, sa vision de la ville ou du développement urbain ou de l'urbanisme, et c'est de la manière dont on envisage les changements liés à la COVID. Alors voilà, le premier point, le COVID-19 ou la pandémie de COVID-19 comme point de bascule ou point de rupture. Bon, ici, je voulais surtout faire ressortir que, comme je le mentionne dans mon texte, c'est assez remarquable que quelques semaines avant l'avènement de la COVID, il y a eu un article, enfin, intéressant, bien écrit dans l'actualité, mais qui faisait un peu, finalement, qui déclarait un peu, peut-être trop rapidement, la fin de l'étalement urbain, ou en tout cas la montée d'un phénomène nouveau, là, qui serait la densification résidentielle. Alors, j'ai fait ressortir, j'ai voulu, comment dire, faire ressortir cet article-là parce que ça m'a semblé assez, comment dire, marquant de voir ce jugement-là et comment, quelques semaines plus tard, un changement au niveau de crise sanitaire allait changer la donne là, de manière importante, voire du tout au tout. Alors, on déclarait peut-être de manière un peu trop enthousiaste ou trop hâtive la fin de l'étalement urbain, mais à tout le moins, on faisait ressortir une tendance là, qui était à ce qu'une partie de la population ou un certain segment là, de la population trouve un intérêt à vivre dans des milieux plus densément peuplés, même si évidemment, il y avait quand même toujours des gens qui étaient attirés vers la périphérie. Alors, l'après-COVID, alors si on se fie aux médias, là, c'est, bon, j'ai sorti plusieurs coupures de presse. Évidemment, là, c'est un peu, comment dire, un renversement de tendance, là. Enfin, ça donne l'apparence d'un renversement de tendance. On nous dit que finalement, la première image qui vient du USA Today est assez parlante. Get me out of here, c'est donc des urbains qui disaient à des agents immobiliers, sortez-moi de la ville, j'en peux plus. Alors, les autres images montrent aussi là, des phénomènes où la banlieue, voire le pire, les zones rurales plus éloignées, trouveraient à nouveau, comment dire, un intérêt chez les gens. Bon, encore une fois, comme je le disais, ce phénomène-là n'était pas totalement disparu, loin de là. D'une part, et d'autre part, il faut faire attention aussi des fois à ces manchettes-là. Des fois, si on interviewe un agent immobilier qui a eu 5 ou 8 ou 10 clients qui ont dit ben, je veux m'en aller en banlieue. Alors, les citations, je dirais, qui sont extraits comme celle-là d'articles de presse sont à prendre peut-être plus à la légère que les citations où on réfère à des aux cas de presse où on fait parler, entre guillemets, des spécialistes, là. Qui ont peut-être un regard un peu plus approfondi, quoique marqué par des écoles de pensée, comme je vais l'indiquer plus loin. Alors, donc, est-ce qu'on s'en va, là, ici c'est une question, est-ce qu'on va vers ce qu'on pourrait appeler une recomposition des dynamiques territoriales? Donc, en termes clairs, est-ce que les gens vont se déplacer en termes de lieu de résidence? Alors, c'est une question, c'est plusieurs questions qui sont importantes là, reliées aux effets de la COVID. Pourquoi? Parce que c'est évident que la centralité perd de son attractivité à partir du moment où on est confiné, à partir du moment où les commerces et les services qui faisaient les atouts finalement de la centralité sont d'une certaine manière neutralisés par le confinement donc, dans ce sens-là, évidemment, on peut penser que... Et aussi l'avènement du télétravail. Donc, tout ça fait en sorte qu'il est tout à fait justifié de se poser la question, se poser plusieurs questions, en fait. Et j'en ai identifié 3. Alors, les questions sur les effets territoriaux qu'on peut se poser.
Elle se résume, enfin, selon ma proposition, à trois principales, c'est-à-dire quelles seront la durée et l'ampleur de cette tendance, hein, de cette tendance vers la périphérie. Bon, là, je dis, est-ce que c'est une contre-tendance? Est-ce que c'était vraiment fini l'étalement urbain? Je ne crois pas, mais enfin, il y avait, comment dire, semble-t-il, un mouvement vers le centre, un certain mouvement vers le centre. Donc, cette question-là, quelle sera la durée et l'ampleur de ces changements est pertinente, évidemment. L'autre question qui est quels territoires en profiteront? Ça aussi, bon, il y a des gens qui sont prêts à aller vers la banlieue, d'autres vont dire que ça va profiter aux campagnes un peu plus éloignées, voire même aux régions périphériques, là, parce que le pôle émetteur de ces changements est beaucoup les gens qui restent enfin, à Montréal et à Québec dans une moindre mesure. Donc, finalement, une troisième question, est-ce que ces changements-là, s'ils se réalisent en bout de ligne, est-ce qu'on doit les voir comme étant négatifs ou positifs en termes d'aménagement du territoire? Donc, ces trois questions-là me semblent pertinentes et sont interreliées, évidemment. Et on va voir que les gens ont tendance à, selon leur vision de la ville, ou ce que j'appelle les écoles de pensée, à répondre aux trois d'une certaine manière. Alors, allons-y. Mais avant d'aborder directement ce point des écoles de pensée et des gens, de la manière dont les experts, entre guillemets, envisagent les changements territoriaux suite à la COVID, faisons un petit retour sur l'étalement urbain. Bon, ici, je parle de ville diffuse et d'étalement urbain parce qu'en fait, ce sont deux synonymes, mais le terme ville diffuse est peut-être moins péjoratif, alors que quand on parle d'étalement urbain, c'est un terme assez péjoratif, c'est-à-dire qu'il y a déjà une forme de condamnation du phénomène là, de la diffusion de l'habitat ou de l'existence de banlieues pavillonnaires, de grandes zones moins denses où les gens vivent dans des maisons individuelles, principalement. Alors, voilà pourquoi je parle à la fois ici de villes diffuses et d'étalement urbain pour enfin, tenter de prendre un peu de recul sur la question, parce que, évidemment, moi-même, j'ai des idées ou une vision là, de ce que devraient être, enfin, les choses en matière d'aménagement du territoire. Donc, ville diffuse ou étalement urbain, question d'approche. Et là, je tente une définition qui peut être apportée autant à l'un qu'à l'autre. Hein. Alors, expansion démesurée des villes ou excessive sur le plan territorial. Ici, les mots démesurés et excessifs sont importants parce que, dans le fond, c'est ça que si la population croît, il est normal que le tissu urbain prenne de l'expansion. Mais quand on parle d'étalement urbain ou de villes diffuses, c'est vraiment qu'il y a une baisse de densité en moyenne des villes. Donc, on occupe plus de territoire par capita. Donc, d'une certaine manière, il y a une forme d'excès ou une forme de démesure, entre guillemets, à tout le moins si on compare à la situation antérieure. Évidemment, il n'y a pas de densité, entre guillemets, là, scientifiquement établie, comme quoi sur laquelle les villes devraient être, à partir de laquelle les villes devraient être bâties. Mais si on compare au passé, à tout le moins, l'expansion de l'après-guerre, ou enfin les 60-70 dernières années, peut sembler excessif ou démesuré. Alors voilà une définition qui est en soi pas exempte là, de jugement de valeur. Mais bon, est-ce que c'est un constat ou c'est un problème? Bon, évidemment, on peut faire le constat, puis regarder des cartes et voir les zones habitées, prendre de l'expansion, etc., regarder les chiffres de densité. Donc là, il y a l'idée de constat, mais bon, est-ce que, au-delà du constat, est-ce que c'est un problème? Alors, c'est un peu ce que le débat sur l'étalement urbain soulève. Bon, on voit généralement cela comme étant un problème, mais évidemment, c'est un jugement normatif. Alors, si on revient rapidement, parce que je vois que le temps file et comme professeur, on a souvent l'habitude de parler beaucoup. Alors, je vais passer quand même rapidement, mais les causes de la diffusion de l'étalement urbain sont quand même assez connues, il y a une certaine, au-delà des écoles de pensée, il y a une certaine, je veux dire, certaine entente sur qu'il y a plusieurs phénomènes qui ont favorisé la diffusion des villes ou l'étalement urbain.
Alors ça, c'est quelque chose qui est plus scientifiquement prouvé, les causes. Et on dirait que je peux dire que c'est un peu la juxtaposition d'un ensemble de facteurs qui, principalement après la Deuxième Guerre mondiale, ont amené la popularité de la maison individuelle. C'est devenu un peu associé au rêve américain, la manière des rêves américains qui est aussi très fort ici au Québec et au Canada en général. Rêve, donc, c'est devenu la valeur culturelle dominante. La manière normale de vivre a changé dans l'imaginaire collectif autour de la Deuxième Guerre mondiale. C'est devenu l'idée d'avoir une maison individuelle en périphérie des villes, un peu comme dans le passé, seuls les gens plus fortunés pouvaient se le permettre. Donc, il y a eu raffermissement ou changement de valeur culturelle, mais tout ça s'est fait dans un contexte où plus de gens ont eu la possibilité économique de se déplacer parce que les salaires ont augmenté dans l'industrie. Par la suite, il y a eu des politiques comme la SCHL au Canada qui permettait aux gens d'avoir des garanties de prêt, que le gouvernement garantissait leurs prêts, donc on pouvait avoir accès à un prêt pour acheter une maison plus facilement. Bon, l'automobile qui est progressivement devenue de plus en plus présente dans nos villes. Au début, en 1940-50, avoir une automobile par ménage, c'était déjà signe de richesse. Par la suite, c'est tombé à 2, à 3. Et maintenant, il n'est pas rare de voir que dans les maisons de banlieue, il y a 4 ou 5 automobiles. Chaque membre de la famille sa voiture. Alors, tout ça mis ensemble, aussi le rôle des promoteurs qui, de toute évidence, voyaient leur intérêt à vendre des terrains en périphérie, à construire, l'intérêt des municipalités périphériques. Tout ça mis ensemble a créé un contexte qui a amené les villes à s'étaler. Alors, ça là-dessus, les écoles de pensée, c'est qu'on s'entend absolument assez bien. Bon, au niveau des conséquences, c'est un peu différent. Comment on doit juger les conséquences? Donc, ce que j'appelle ici les tenants de la libre entreprise, là, enfin, je n'osais pas dire les libertariens, là, ça serait peut-être un peu excessif, mais souvent on va dire, c'est un peu l'idée qui, comment dire, domine dans le sens commun chez monsieur, madame, tout le monde, que dans le fond, c'est assez positif, tout ça, qu'on a eu accès à un habitat et à des milieux de vie de meilleure qualité. Hein. Je me souviens des années 50-60, on parlait souvent de la lutte contre les taudis. Hein. Aujourd'hui, ce vocabulaire-là n'est plus employé, là, mais alors, le fait d'avoir un habitat plus aéré, avec plus d'espace en périphérie, un habitat qui est plus neuf, hein, donc avec un espace, un terrain autour, et de devenir propriétaire. Il ne faut pas oublier que le développement de la banlieue au Québec, ça s'est fait beaucoup dans l'optique où les Québécois étaient un peuple de locataires, on voulait qu'ils deviennent propriétaires. Cependant, ils auraient pu être propriétaires sous un mode de condominium, mais à l'époque, on associait automatiquement être propriétaire à avoir, une maison individuelle ou un bungalow. Bon, évidemment, il y a moins de bruit, il y a moins de conflits d'usage en général en banlieue que dans certaines villes. Donc, ça, c'était vu comme favorable. Au plan économique aussi, il y a beaucoup de gens qui ont fait des affaires en banlieue. Dans le fond, on a recréé d'une certaine manière la ville en périphérie. Donc, ça s'est fait au détriment des commerçants et des propriétaires fonciers des zones centrales. Mais quand même, il y a un paquet de gens qui ont vu Enfin, quand on lit certains rapports, on se dit, le développement de la banlieue, ça a été une occasion d'affaires et toute une gamme de commerces qui se sont développés là, autour des boulevards Tachereau de ce monde. Et tout un nouveau type de commerce là, avec la restauration rapide, les Monsieur Moffleur, les vendeurs automobiles. Alors, dans toute ville qui se respecte de 10 ou 15 000 habitants et plus, il y a un de ces fameux boulevards du type boulevard Talbot à Chicoutimi ou boulevard Tachereau qui est assez célèbre sur la rive sud de Montréal. Bon. Et un troisième élément qu'on pourrait dire comme favorable, c'est l'aspect plus culturel, donc des idéaux partagés garants de la paix sociale. Hein. Il y a une certaine analyse marxiste qui va dire, là, en fait, on est dans les tenants de la libre entreprise, mais enfin, certains marxistes ou des gens de gauche vont critiquer ce mouvement-là vers la banlieue comme étant une espèce de piège pour
favoriser la paix sociale, empêcher les gens de se révolter ou de demander des changements fondamentaux au niveau de l'économie ou du monde du travail. Donc, ça a été finalement, on a embourgeoisé la classe ouvrière. Donc, certains vont dire, ben, c'est positif, là, encore que cela est sujet à débat. Et certains vont dire, ben, ça a permis une espèce de paix sociale, une économie du mérite, au sens que si tu travailles fort, tu as le droit d'acheter une grosse maison avec un pick-up, puis etc. Et tout ça dans un contexte où la valorisation de l'individualisme. Alors, c'est un peu ce que les avantages que les tenants de la libre entreprise généralement font ressortir. Bon, ici, là en bas, j'ai joué un peu à l'avocat du diable. Je ne sais pas si le temps me permet de souligner ça, mais souvent, on va, disons rapidement, là, j'ai mis des phrases un peu caricaturales, mais c'est pour mentionner que si on dit aux gens qui pensent de cette manière, et qu'est-ce que vous faites des impacts de environnementaux, souvent les gens vont avoir tendance à les miser. Si on leur parle aussi que le fait d'avoir des concentrations de richesse dans les banques. Alors, je vais tenter de reprendre le fil de mes idées, puis j'imagine qu'à l'enregistrement, à tout le moins, on pourra couper puis reprendre. Donc, ça sera meilleur à l'enregistrement que dans le réel. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre aux questions parce que là, je ne vous entends pas. Et je ne... Bon, alors, si on revient, on était en train de parler finalement du débat sur l'étalement urbain. Au niveau des conséquences, les gens sont généralement s'entendent. C'est au niveau de est-ce qu'on doit voir ça comme favorable ou défavorable, ou là, il y a des divergences. Et là, je ne reviendrai pas en détail, mais on avait vu que les tenants de la libre entreprise minimisaient les impacts environnementaux et les impacts sociaux, si on peut dire, pour favoriser les aspects comme l'amélioration des conditions de l'habitat. Et puis, bon, certains vont dire aussi qu'il y a une économie qui s'est développée, une économie de banlieue qui a été en quelque part, qui a gonflé, si on peut dire, la croissance économique, etc. Alors, on était sur les tenants maintenant du contrôle public, qui, eux, ont une vision beaucoup plus péjorative ou enfin plus négative de l'étalement urbain, vont voir les effets, vont surtout mettre l'accent sur les effets défavorables, notamment les effets environnementaux, destruction de terres agricoles, de boisées, de terres humides, perte de services écosystémiques, GES lié à l'utilisation de la voiture, parce qu'évidemment, plus on reste loin, plus on est obligé de prendre la voiture, on a peu d'alternatives, et puis on fait évidemment de plus longs trajets. Donc, tout ça, c'est bon, les impacts économiques. On va aussi déplorer les coûts en termes d'infrastructures publiques, d'aqueducs, d'égouts, des coûts de transport des ménages. Bon, aussi, certains, bon, c'est plus rare, mais on peut parler aussi que c'est un peu un développement résidentiel et commercial inégal, ou c'est inégaux parce que les propriétaires de centre-ville, d'une certaine manière, sont défavorisés. Les propriétaires de commerce, j'entends, et les propriétaires immobiliers de centre-ville sont défavorisés par rapport à ceux de la banlieue. Bon, il y a le nouveau front, si on peut dire, de la critique de l'étalement urbain, c'est la santé. On va dire que ça favorise la sédentarité, voire l'obésité. Bon, encore là, si on se fait l'avocat du diable, on pourrait dire, ouais, mais qu'est-ce que vous faites de la liberté individuelle? Là, les gens vont dire, ben, en bout de ligne, ça doit primer. Et si on leur dit que, bon, et certains vont dire aussi que, d'une certaine manière, ce que j'appelais tout à l'heure l'économie du mérite, les gens qui s'achètent une grosse maison, finalement, qui adhèrent au rêve américain, qui se sont enrichis en travaillant fort, ben, quelque part, les gens vont avoir tendance à dire que c'est un choix, c'est normal, ça fait partie, comment dire, pas au fondement de notre système économique ou de société, mais enfin, c'est un élément important. OK, donc ce qui nous mène, on est toujours là, aux effets de la COVID. Donc là, on voit un peu là, enfin, c'est l'idée de la COVID et ses effets, une prospective idéologiquement orientée. Alors là, j'utilise la version, pas la plus finale, celle qui était sur ma clé USB que je n'avais pas mise à jour. Donc, il y a peut-être quelques coquilles, mais enfin, vous me pardonnerez.
Donc, au-delà des faits, bon, la ville comme coupable présumé. Bon, c'est-à-dire qu'un des grands débats qui va au-delà là, des écoles de pensée, c'est le rôle de la densité. Mais, et aussi le rôle des déplacements internationaux là, dans une ville. Tout ça sont des facteurs de transmission de la COVID. Mais c'est dur de mesurer ces facteurs-là. Et donc, jusqu'à maintenant, là, il n'y a pas d'études là, qui vont corréler très sérieusement la densité et la diffusion de la pandémie. Il y a plusieurs autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais dans le, si on peut dire, dans le jugement populaire, c'est quand même assez clair que la densité résidentielle est vue comme le coupable. Et instinctivement, on ne peut pas faire autrement que de penser que ça a pu jouer un certain rôle, là, même si ce rôle est quand même assez difficile à mesurer, pour le moment en tout cas. Donc, un peu, c'est un premier élément que je voulais mentionner. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'au-delà du débat, enfin, même si on réussit à prouver que la densité n'a pas un effet majeur, ben, si dans la tête des gens, on perçoit la densité comme négative, ben, c'est sur la base de ces représentations-là que les gens vont agir, vont, dans certains cas, se relocaliser. Donc, c'est au-delà des faits. C'est pour ça que j'appelle cette diapositive au-delà des faits, la ville comme coupable présumé. Alors, là, on revient à mes trois questions que j'avais lancées dès le départ et qu'on peut répondre. En fait, tout le monde est dans la prospective. Hein. C'est très dur de voir quels seront les effets de la pandémie parce qu'évidemment, ça va dépendre de sa durée et aussi des périodes de confinement. C'est sûr que ça dure 2 ans, 3 ans. Puis là, aussi, certains experts prédisent même qu'il y aura, une fois qu'on aura réglé la pandémie par un vaccin, il pourrait y avoir aux 2 ans, aux 5 ans, voire aux 10 ans, de nouvelles maladies qui pourraient émerger. Donc, si tout ça se prolonge, évidemment que les effets seront proportionnels. Mais, enfin, dans le contexte actuel, à partir de ce qu'on connaît, là, où on peut dire qu'il y a deux écoles en termes là, qui évaluent l'ampleur de la tendance vers la périphérie. Enfin, la tendance de la réaction géographique, si on peut dire, à la pandémie. Sur la base de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pour ce que j'appelle l'école de la proximité, les gens vont voir, évidemment, ils vont avoir tendance à minimiser, bien évidemment, c'est-à-dire, ils vont avoir tendance à minimiser ou à maximiser ou à faire ressortir les avantages de la vie urbaine et à dire que tout ça est temporaire et que cette tendance-là, bon, là, on a souvent des gens qui vont faire des interventions du genre l'histoire des villes a démontré que les villes ont la coin dure. Ou que, autant au niveau de l'économie qu'au niveau social, que l'interaction, la proximité est importante. Alors, pour l'école de la distance, ce que j'ai appelé l'école de la distance, enfin, c'est des termes qu'on peut discuter, là, mais les gens vont dire, ben, en bout de ligne, qu'on le veuille ou non, la densité a un rôle à jouer, puis ça pose la question de comment on bâtit des villes dans le futur. Et est-ce qu'on doit mettre l'accent sur la basse ou la moyenne densité? D'autres vont évidemment faire ressortir une évidence, c'est que la pandémie, puis surtout le confinement qui est relié, la fermeture des commerces, s'est vécu beaucoup plus confortablement dans les gens qui avaient des maisons individuelles, qui sont souvent plus vastes que les condominiums ou les logements en milieu, en zone centrale. Et il va de soi que plus tu es assigné à résidence, tu es confiné chez vous, ben, plus tu as d'espace, comment dire, plus mieux c'est. En plus, si tu as un terrain pour pouvoir t'aérer, puis surtout dans la période d'été, c'est un élément avantageux. Donc, les gens qui sont pour l'école à distance vont faire ressortir ces choses-là qui ne sont pas nécessairement fausses, mais on va avoir tendance à mettre l'accent sur finalement les avantages à distance et d'un habitat moins dense. Contrairement aux gens de l'école de la proximité qui vont, dans beaucoup de cas, avoir tendance à minimiser les effets de la pandémie et à miser sur le retour en force des villes. Autre question importante, quels territoires en profiteront? C'est-à-dire que là, pour ceux qui prennent pour acquis, donc la majorité des gens prennent quand même pour acquis qu'il y aura des déplacements, un certain nombre de gens qui voudront se relocaliser vers la périphérie.
Donc là, est-ce qu'ils iront, la question c'est jusqu'où iront-ils? Hein? Est-ce qu'ils iront en banlieue ou dans les campagnes, en Estrie par exemple, ou bon, dans les Laurentides ou dans l'Anaudière pour les habitants de Montréal, ou en Beauce pour les habitants de Québec. Donc, jusqu'où iront-ils? Où iront-ils jusque dans les régions périphériques? Hein? Il y a des gens qui se mettent à rêver que Rimouski, Saguenay, voire Bécomo vont se mettre à croître avec l'arrivée en masse de Montréalais, ce qui, évidemment, moi, personnellement, m'apparaît tout à fait exagéré, mais donc, il y a pour cette question-là, il y a aussi deux écoles, un peu les deux mêmes écoles de pensée. Du côté de ce que j'appelle l'école de la proximité, on va avoir tendance à minimiser ces mouvements de population, enfin, minimiser l'amplitude de ces mouvements de population. On va mentionner notamment, comme c'est le cas ici, que les gens n'ont pas tous le moyen de déménager du jour au lendemain. Et bien, évidemment, c'est ce que j'appelle la force d'inertie. Mais sur un délai de 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, c'est vraiment là, avec les données statistiques, qu'on pourra voir quelle a été l'ampleur de ce mouvement-là qui est vers la périphérie, qui est fort prévisible. Donc, bon, d'autres ici vont rappeler là, les effets repoussants là, de la COVID en disant que des villes de banlieue offrent un décor puis un milieu qui est vu comme plus intéressant, plus attrayant, surtout dans un contexte où la centralité perd de son attractivité lorsqu'on ferme les commerces, évidemment. Bon, l'école de distance, elle, va avoir un peu le point de vue contraire, encore une fois, dire que finalement, il n'y aura peut-être pas tant de gens que ça qui vont quitter la ville, et si oui, ils iront peut-être probablement pas trop loin, ou à du moins, on l'espère. Et non, excusez-moi, c'est le contraire. Les gens de la distance vont plutôt mettre l'accent sur le fait que les gens peuvent aller au minimum dans les banlieues, mais voir beaucoup plus loin. Il y a même des gens comme le célèbre géographe Bernard Vachon, lui, qui est dans un état d'extase et qui nous dit que ça va être la renaissance des régions et des zones rurales, ce qui m'apparaît personnellement fort exagéré comme perspective. Là. Parce que bien sûr, on peut comprendre qu'avec le télétravail, quelqu'un va s'installer à 1 heure de Montréal, dans les cantons de l'Est, mais à 1 heure, voire 1h30. Mais à un moment donné, la distance reprend ses droits. Là, quand tu es rendu à 5, 6, 7 heures de Montréal, à un moment donné, télétravail ou pas, il faut que tu y ailles au moins 1 fois par semaine ou par 2 semaines. Puis, alors, la distance ne perd pas complètement son importance, mais disons qu'elle prend une certaine élasticité, là. Mais enfin, encore une fois, on a deux écoles de pensée sur la question. Dernière interrogation là, qui est aussi importante, est-ce que ce phénomène-là comment dire, là, de relance de l'étalement urbain ou de diffusion encore plus forte de l'occupation du territoire, est-ce que c'est positif ou négatif? Bon, les gens de l'école de proximité vont dire quelquefois, ils vont dire, en fait, il faut, non, oui, c'est important, mais on va trouver des solutions dans la ville, en rendant la ville plus verte, plus festive, plus aussi des trucs architecturaux. On va réadapter l'habitat pour qu'une chambre devienne un bureau de travail durant le jour. Et donc, on a tendance encore une fois, à minimiser les effets de la COVID en termes de relocalisation résidentielle, en mettant l'accent cette fois-ci sur les adaptations qu'on peut faire à l'intérieur de la ville dans un contexte d'assez grande densité. Alors que les gens de la distance vont dire que finalement, il y a des gens qui s'en vont, qui deviennent des néo-ruraux, ce qui est positif pour les villages, pour l'école du village, pour les commerces de certains villages, etc., ou de voir de petites villes qui sont à 1 heure ou voire 1h30 de Montréal ou de Québec. Et que, bon, on nous dit, avec le télétravail aussi, on peut faire ça, puis ça a ce méga étalement urbain, si on peut dire,
à cause du télétravail ou de diminution des déplacements, n'aurait pas un impact environnemental aussi grand. Bon, quoi qu'on peut toujours dire, au lieu d'aller 5 fois aller-retour sur 20-25 km dans ta semaine, tu y vas une fois, mais tu fais 200-250 km, ben, on n'y gagne pas vraiment en termes de réduction des GES, mais enfin, à tout le moins, pour certains, ça a un effet à peu près nul. Donc, tout ça pour dire que, si on tente de résumer, il y a un peu 3 grandes questions qui sont associées aux effets environnementaux. On a vu que selon l'école de pensée auquel on adhérait, la réponse à ces questions variait. Donc, si on tente de faire la synthèse, les gens que je qualifie de proximistes, eux vont dire, vont avoir tendance à minimiser l'ampleur des effets territoriaux de la COVID et dire, s'il y a des changements, ça sera davantage à courte distance. Les gens vont se déplacer vers les banlieues en petit nombre et on va aussi trouver des solutions à l'interne des villes et qu'en bout de ligne, ça sera finalement cette COVID-là dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, un mauvais souvenir et quelque chose qui aura eu des effets relativement bénins, du moins sur le plan de l'aménagement du territoire. Alors que les gens qui sont plus, comment dire, des distancialistes, eux vont avoir tendance à répondre aussi un peu de la même manière aux 3 grandes questions, c'est-à-dire en dire, le phénomène va avoir beaucoup d'ampleur, vont tendance à exagérer, entre guillemets, ou en tout cas avoir l'ampleur du nombre de personnes qui vont se localiser comme étant important, en plus que ce déplacement-là risque d'être fait sur une distance importante, non seulement vers les banlieues, mais aussi vers les zones rurales, voire les régions périphériques. Et en bout de ligne, que ce mouvement-là peut être vu comme étant positif ou ayant certains éléments positifs. Donc, vous voyez, il y a comme, en fonction de ce que j'ai identifié comme des écoles de pensée, évidemment, les gens qui parlent ne se disent pas nécessairement eux-mêmes, je suis de telle école de pensée, mais si on fait un travail là d'essayer de classifier leur point de vue, on identifie donc ces 2 écoles de pensée et les gens qui adhèrent à celle-ci ont tendance à répondre un peu de la même façon aux 3 grandes questions là, territoriales ou géographiques qui découlent de la COVID. Alors, c'est un peu ce qui ressort de mon étude. Mais au-delà de ces écoles de pensée, de ce qu'on en pense, il faut quand même reconnaître que ce que j'appelle une approche plus nuancée. Moi, je suis un peu quelqu'un qui voit les impacts de la COVID comme étant importants, mais porte un avis plutôt négatif sur ce changement-là. Autrement dit, il risque d'y avoir beaucoup de déplacements assez loin, peut-être pas jusqu'aux régions périphériques, mais assez loin des villes à cause du télétravail, mais je ne vois pas cette tendance-là comme étant positive. Je vois ça plutôt comme un retour à l'étalement urbain si tant est que ce phénomène-là avait été, comment dire, arrêté, ce qui n'est probablement pas tout à fait le cas, et un étalement urbain à une échelle encore beaucoup plus vaste. Donc, j'ai tendance à avoir personnellement, avoir une approche je dis plus nuancée, ou en tout cas, qui voit les effets comme étant d'ampleur assez importante sur des territoires assez vastes, mais qui portent un jugement un peu dans la ligne traditionnelle des gens qui sont contre l'étalement urbain ou qui voient des éléments négatifs, même si au plan individuel, on peut comprendre qu'il est tout à fait logique pour les gens ou les ménages de vouloir, dans ce contexte, avoir une maison un peu éloignée, plus grande, mais les effets collectifs de ces décisions individuelles-là, bien qu'elles soient logiques, risquent d'être, en bout de ligne, généralement défavorables ou négatifs. Alors, pourquoi on peut dire ça? Et il ne faut pas oublier, peut-être un dernier point en terminant, ici, en rappelant là, la définition, quand on parle de distanciation sociale, ça m'a fait penser à la définition de Paul Clavel en 1970
définissait la ville comme un lieu qui avait été aménagé de manière à ce que l'interaction sociale puisse s'y réaliser sous l'intensité la plus grande. Bon, là, vous m'excuserez, il y a une petite coquille, là, réaliser, ici, c'est ER plutôt que accent aigu. Mais vous voyez, à ce moment-là, ça nous montre à quel point l'idée de distanciation sociale est anti-urbaine. Hein? Et comme quoi, finalement, les villes étaient conçues justement pour favoriser la proximité. Alors, sur cette base-là, on peut difficilement penser que la COVID n'aura pas des effets quand même très importants là, sur l'attractivité des zones centrales, même si on peut trouver que c'est une tendance qui devient défavorable, qui est somme toute défavorable. Et l'automobile aussi devient non seulement un outil pratique pour se déplacer, comme il l'a toujours été, mais ça devient encore plus fort. C'est comme un bouclier, c'est un habitacle protecteur qui nous protège des gens, des virus. Puis c'est rendu qu'on va au restaurant, au service à l'auto, puis qu'on mange dans notre char parce qu'il n'y a plus de salle à manger. On va chez McDo, on mange son Big Mac on se stationne pour manger son Big Mac, enfin, pour beaucoup de gens. Donc là, à ce moment-là, c'est l'auto aussi, non seulement la maison individuelle reprend du panache, mais l'auto devient une espèce de second corps, un habitacle protecteur qui non seulement nous permet de nous déplacer rapidement et de montrer notre statut social, mais en plus nous protège des autres l'autre devient synonyme de danger. Alors, tout ça pour dire, avec ces changements fondamentaux, il est difficile de penser qu'il n'y aura quand même pas d'impact important de la COVID. Alors, je m'arrête ici.